Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 14 mai 2012. Nous sommes à Montréal à 10 150 km de Fukushima, ou si vous préférez, 66 307 milles de Fukushima. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, je vais vous lire un récit de justement les événements en cours à Fukushima par Michael Ferrier. Fukushima, récit d'un désastre. Michael Ferrier est un professeur de français, de littérature française au Japon. Et il a tenu un journal des événements, une sorte de récit, en fait, des événements de Fukushima. C'est assez terrible, en fait. Et évidemment, nos médias sont devenus particulièrement silencieux sur la question. Nous sommes évidemment en présence, pour les plus lucides d'entre nous qui le savons, nous sommes en présence d'une quadruple crise. Une crise financière et bancaire, une crise de chômage, de pauvreté, une crise politique avec une résurgence possible du terrorisme et enfin une crise écologique. Ces quatre crises vont sans doute s'auto-alimenter, rendant la sortie de crise de plus en plus complexe. Il est étonnant aujourd'hui de constater que c'est les partisans du statu quo qui sont devenus des utopistes, que les véritables conservateurs, ceux qui pensent qu'il y a encore quelque chose à conserver, sont devenus l'avant-garde. Alors quand j'entends sans arrêt des gens terriblement optimistes, je rappelle toujours en boutade cette citation de Billy Wilder. Billy Wilder, cinéaste américain, auteur entre autres de Some Like It Hot, qui disait « Les pessimistes, les optimistes ont fini à Auschwitz, les pessimistes ont fini à Hollywood. » Alors voici un passage de Michael Ferrier, La demi-vie, mode d'emploi. De retour à Tokyo. Tout à l'heure, le journal télévisé a montré le front des cerisiers qui remonte du sud vers le nord. Parti d'Okinawa, il se chevauche vers nous dans un élan joyeux de fleurs et d'oiseaux. De l'autre côté, une peste invisible qui ronge elle aussi, qui avance, celle de la contamination radioactive. La ligne rose et blanche des cerisiers qui remonte tout l'archipel est l'exact rival du brouillard nucléaire qui descend en sens inverse de Fukushima et se répand par plaques jusqu'aux abords de la capitale et sans doute bien au-delà. Ligne sensible et concrète, accompagnée du parfum léger des pétales, de la floraison des couleurs, du chant des faisans et des jeunes moineaux. L'autre est invisible et inodore, imperceptible et sournoise à la manière d'un essaim de larves. Les nouveaux mots ont fait leur apparition. Ils se répandent dans les airs et sont sur toutes les lèvres comme des molécules tueuses. Au menu, une orgie de particules, au nom poétique et grotesque à la fois. Césium, trinitium, strontium, des produits de fission, iode, zirconium, molybdène, on dirait des antidépresseurs, hein? Des produits gazeux, tritium, xénon, krypton, des isotopes variés et des émetteurs radiotoxiques. Ce sont des éléments à la fois très neufs et très anciens. Ils se parent des attributs du futur, mais font remonter avec eux des pratiques
archaïques et des raisonnements de fossiles, pour les nommer dans une taxinomie cocasse et un peu pontifiante, on en revient au latin, cadmium, palladium, samarium, au grec, alpha, bêta, gamma. On invoque la terre et la lune, sélénium, tellure. On implore les dieux, neptunium, plutonium. Ils arrivent dans un ramdam indescriptible, avec leur cohorte de chiffres, rébus indéchiffrables, qui sonnent comme des blasons de groupes rap. Tellure 132, Technicium 99. Dans les mots eux-mêmes, le virus fait son œuvre. Les finales se suspendent et s'expectorent, consonnes et voyelles se font mutines, iodine, clownesque, zirconium 93, révolutionnaire ou matamor, strontium 89, américium 241. Le monde devient un univers compliqué de signes et de pièges. Mon préféré, le niobium 95. C'est un métal brillant, gris et ductile qui prend une couleur bleutée lorsqu'il est exposé à l'air, m'apprend le dictionnaire. Le niobium 95 est utilisé en alliage avec le zirconium pour les enveloppes de barres de combustible utilisées dans les réacteurs nucléaires. Hautement toxique, évidemment. Son nom m'intrigue. Il vient de Niobé, la fille de Tantale, qui se vantait tant de la beauté de ses enfants et dut assister à leur massacre avant d'être changée en rocher, comme le raconte l'Iliade. Il serait peut-être temps que les ingénieurs nucléaires relisent Homère. Là, à tour de rôle, les réacteurs s'emballent. Quel est le plus chaud? Le 1, le 2, le 3? Faites vos jeux. 3 réacteurs en ébullition, à ciel ouvert, tous soumis à la roulette d'un nouveau séisme, d'un typhon de passage ou d'une réplique un peu musclée. Dans ce jeu de Bonneto, il y a aussi les piscines de retraitement du combustible usagé, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui inquiètent encore plus, si c'est possible, car à la différence des réacteurs, elles n'ont pas d'enceinte de confinement. Celle du réacteur 4 est en équilibre précaire. Conclusion, tout ça menace toujours d'exploser ou de s'effondrer un jour ou l'autre, et en attendant, continue de diffuser ses particules avec une constance admirable. L'été sera chaud. Alors voilà, c'est tout. Je pourrais continuer. Vous avez pu le constater, c'est écrit dans une langue poétique et à la fois juste. Et c'est ça qui rend ce récit absolument troublant. C'est la qualité de la langue, son extrême précision, et également la poésie qui s'en dégage, une poésie crépusculaire, une poésie apocalyptique. Et si vous suivez ce qui se passe à Fukushima, rien n'est réglé. Absolument rien. Alors, tous ceux qui s'imaginent qu'ils vont passer leur vie devant leur écran ou à jouer au golf en Floride, eh bien, vous êtes des rêveurs incroyables. Continuez de rêver pendant que les vrais réalistes se sont mis en marche. Les types des HEC s'imaginent qu'ils vont gérer le monde. Ben, dans leur calcul, il faudra inclure ceux qui sont en marche pour le changer. Alors voilà, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous joindre. J'ai appris également que la police a encore frappé des jeunes, ça continue. Ça doit être agréable de frapper sur des gens en armée. C'est assez répugnant. Je reste toujours hanté par les événements de Victoriaville. Dans son donné à cœur joie. Je les imagine. Alors, mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également
devenir un militant, à militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à la librairie, le Libre Voyageur à Côte-des-Neiges. Petit message pour mon ami Claude qui m'écoute. Gilles est un maoïste. Il faudra vérifier, là, mais Gilles Duceppe a eu une jeunesse maoïste, tandis que Pierre-Carl Péladeau était, à moins que mes sources ne soient pas bonnes, mais je sais que j'ai eu des affrontements verbaux et même physiques avec Pierre-Carl Péladeau sur la question du communisme, lorsque nous avions 23-24 ans. Alors, nous fréquentions le même bar à la mode, le Café Campus. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Bonne journée.